Salut à tous, c'est Bismart. Alors, au programme, on va... alors, évidemment, Aurélie sera là demain, mais je vais commencer quand même à solder la semaine, solder une semaine. Alors, une semaine, ça s'est joué en fait à la fin de la semaine dernière, mais une semaine quand même complètement folle sur les marchés. On en a parlé lundi, on avait commencé avec ce qui s'est joué aux États-Unis. Je pense que vous avez suivi ça, l'application Robinhood, des dizaines de milliers de petits porteurs d'actions qui se mobilisent pour sauver un distributeur de jeux vidéo. Jean-Pierre Petit est avec nous, on va discuter de tout ça. Lui, il pense pas. On a vu partout que c'était peut-être un élément systémique qui allait modifier, transformer en profondeur le fonctionnement des marchés boursiers. C'est pas l'avis de Jean-Pierre Petit, mais justement, on va en parler. Nos entrepreneurs, là, on ira voir ce qui se passe du côté du monde du vin. Visiblement, quand même, période de confinement. Et puis, il y a alors l'un des gros acteurs internationaux du vin, Vivino, qui a fait une belle levée de fonds ces dernières heures. Et puis, on terminera avec l'affaire Carrefour, Couche-Tard, la grande distribution. C'est parti, c'est Bismart. On repart les amis, on repart avec Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit m'a apporté The Economist. Voilà, est-ce qu'on peut la couverture du The Economist. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu nous amènes The Economist ? Et il me dit, c'est un événement. Alors vas-y, dis-moi. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast à la radio, The Roaring Twenties. Absolument. Alors, les années 20 bondissantes, voilà. Bondissantes, les années folles, il y a un peu tout ce que tu veux, hein, voilà. Il y a une sorte, enfin il y a une fusée qui décolle, quoi, pour donner une impression que on va s'éclater. Voilà, exactement. Que l'innovation arrive, qu'elle va nous surprendre, qu'elle va générer des gains de productivité, de la forte croissance. Voilà, c'est devant nous. Pourquoi c'est un événement que The Economist? The Economist est un journal très lu dans le monde. Et il a la réputation d'être un bon journal sur le fond, ça, il n'y a pas de doute, mais d'arriver souvent en retard, si tu veux. Je te rappelle qu'au début 99, quand le prix du baril tangentait les 5 ou 6, il t'annonçait le prix du baril à 0, enfin, qui n'allait plus rien coûter. En général, il arrive un petit peu après la bataille. Il raconte le consensus. Il fait son job, finalement. Voilà. Il fait son job d'information économique. Absolument. Qui est quand même d'être aligné sur le consensus. Oui, enfin, le consensus, ça dépend. Oui, on peut dire ça. Disons que c'est un économiste un peu standard. C'est pas un économiste de marché. Parce qu'un économiste de marché, lui, doit faire gaffe aux évolutions de marché. Voilà. Donc, quand il annonce les Roaring Twenties, moi, ça m'interpelle. Parce que, d'ailleurs, quand tu regardes dedans, ce qui est de nature à justifier un éventuel cycle de productivité et d'innovation, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils te disent quoi? Ils te disent la technologie ARN messager nous a beaucoup surpris. Comme ça, on a pu vacciner les gens beaucoup plus rapidement. Et puis, ils te racontent la numérisation des économies grâce à la crise sanitaire. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme argument. C'est un peu léger, hein, quand même, pour annoncer un cycle d'innovation, de productivité qui va nous surprendre sur le plan du dynamisme, sur le plan de la croissance économique, etc. Mais les Roaring Twenties, c'était les années 20 où il y avait énormément d'optimisme. C'était leur 30 glorieuses à eux, sauf que ça durait 8-9 ans. Tu avais le cycle de l'automobile, de l'électricité. Là, tu parles de 1920. Oui, voilà. Mais parce que là, on est des années 1920, là, 100 ans après, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était extraordinaire. Le cinéma, la téléphonie, et même un certain nombre de produits d'électroménager aux États-Unis. Donc les gens le voyaient, le progrès, hein, tu vois. Le voyaient. Et puis il y avait des gains de productivité par le taylorisme, l'urbanisation. Tu avais vraiment une bulle d'optimisme, et ça a débouché sur la bulle boursière, parce que les gens commençaient à délirer, hein, surtout vers la fin, 1928, 1929. Et là, je trouve que c'est un signe d'un regain d'optimisme qu'on retrouve un petit peu dans les valeurs de la tech, etc. Attends, on va aller dans les valeurs ensuite, mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est fondamental? Il y a le débat ça fait partie des... Le débat de tous les débats, en fait, aujourd'hui en économie, en macroéconomie, c'est justement autour de la productivité. En gros, quand tu regardes les statistiques, il n'y a plus nulle part de gain de productivité. D'accord, c'est ça, hein, Jean-Pierre. Ce qui amène... Non, mais après, je vais te laisser justement expliquer tout ça. Ce qui amène, c'est ce fameux concept de stagnation séculaire, ce fameux concept de dire, des images, il y en a plein, hein, mais moi, j'aime bien celle. Alors, comment s'appelait ce jeu? Angry Birds, voilà. On a dans notre poche des téléphones portables qui ont la puissance des ordinateurs qui ont envoyé les hommes sur la Lune, sauf qu'on s'en sert pour envoyer des cochons sur des maisons. Enfin, voilà, c'était... Voilà. Il n'y a pas dans ce potentiel technologique, finalement, l'application de création de richesse qui permettrait d'enclencher un nouveau cycle de croissance. Donc ça veut dire que
ce qui était quand même, alors pour le coup, le consensus, enfin moi je l'ai lu partout. Derrière, tu expliques pourquoi il n'y a pas de crainte d'inflation. Derrière, tu expliques pourquoi les taux d'intérêt resteront durablement bas. Enfin voilà. C'est notre monde, et c'est un monde stagnant, durablement stagnant. Ça veut dire que c'est cette page-là qu'on tourne à travers cette une, Jean-Pierre ? Oui, je pense qu'il y a un changement. Il y a un changement par rapport justement chez un certain nombre d'investisseurs et de décideurs, je pense, plus aux États-Unis qu'en Europe. Parce que pour être très optimiste en Europe continentale, c'est quand même un petit peu difficile. Ah ça, le jour où toi, tu seras optimiste sur l'Europe, là, alors pour le coup, on pourra brûler un cierge. Absolument. Vas-y. Voilà. Mais jusqu'à présent, décennie après décennie... Bon, non, mais revenons sur l'histoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, oui, cette technologie incroyable qui nous entoure, elle a bien un potentiel de gain de productivité. Oui. Et peut-être que simplement, ce sont les statistiques et notre appareil statistique qui est aujourd'hui incapable de le mesurer. Ça, je pense aussi, parce que de toute façon, ex ante, c'est-à-dire au moment où ça se passe, c'est très difficile de mesurer les gains de productivité issus de l'innovation technologique. Pour toute une série de raisons qui serait peut-être pas bien de décrire ici, mais il faut bien partager les volumes et les valeurs, parce que si tu veux, même sur des produits simples comme la voiture, il y a 30 ans, la voiture elle n'avait pas la même technologie qu'aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'informatique, du hardware, du software, etc. Donc c'est très difficile à mesurer la productivité. Par exemple, pour les années 20, tu sais, 21-29, les gains de productivité annuels, tu as une idée ? Non. Mais c'est les historiens qui ont fait ça, mais bien après, 5,5% l'an. C'est extraordinaire. C'est la meilleure décennie américaine depuis la naissance des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est les années 20, qui avaient abouti, comme je te le disais tout à l'heure, à un optimisme extraordinaire et qui a abouti à des excès qu'on connaît sur le marché boursier. Voilà. Et là on ne sait pas, mais simplement, il y a un retournement depuis, j'ai envie de dire, la fin de l'année dernière, grâce notamment aux technologies, les biotech, la santé, on va dire, et la numérisation de l'économie, qui là, indéniablement, a fait des progrès, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, partout, tu le vois, avec des espoirs de transformation fondatrice d'un nouveau cycle de productivité. Voilà. Et dans la tête des investisseurs, il y a un peu ça, si tu veux. Voilà. Et je ramène ça aux excès qu'on a vus il y a ça une dizaine de jours, enfin même pas, sur le marché action américain, avec une petite vaguelette, on va dire. Une vaguelette depuis 3-4 mois d'investisseurs individuels. Voilà. Et ça, c'est un autre élément. Alors ça nous amène à ce qui est en train de se passer à la bourse et à Robinhood. Ah oui, si tu veux, on peut parler de Robinhood, absolument. Parce que l'une des caractéristiques de formation de bulles, j'ai pas dit qu'on était en bulle, mais l'une des caractéristiques des formations de bulles, c'est l'afflux d'investisseurs individuels qui arrivent plutôt vers la fin et qui sont animés par un grand optimisme, des perspectives de gains immédiats, évidemment, et qui, en général, utilisent le levier, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire la dette, pour dire les choses clairement, ce qu'on appelle la margin debt aux États-Unis. C'est quand tu passes un ordre chez ton broker, tu t'endettes pour acheter une action. Tu t'endettes pour acheter une action, ce qui fait que quand tu perds très très lourd. Voilà. Tu te ruines vraiment. Tu gagnes beaucoup plus si tu as gagné et tu perds beaucoup plus si tu perds. Voilà. Et en 1928-29, tu vois la margin debt exploser à la hausse. Voilà. C'est pour ça qu'après, la régulation, les autorités américaines ont régulé la margin debt. Là, ce qu'on raconte beaucoup, c'est que c'est pas de la margin debt, c'est les chèques qu'a envoyé l'administration américaine. J'ai bien vérifié, la margin net monte quand même. Donc attention. Les chèques, alors après, c'est un petit peu rigolo parce que, cette histoire est un petit peu rigolote parce que ça porte sur combien de valeurs ? Des petites valeurs. Ouais. T'imagines aller... Enfin, la petite valeur, elle est passée, alors j'ai plus les chiffres exacts. Oui, la petite valeur qui valait, alors je crois que c'est 200 millions de dollars de valorisation boursière, elle est passée à 10 milliards. Donc à un moment quand même, la petite valeur devient grosse. Oui, mais à l'origine, c'était une small cap. On est d'accord. T'imagines pas des investisseurs particuliers contrer des opérations de short massives sur, je sais pas moi, Apple, Amazon... ou même General Electric, si jamais il y avait un événement... J'en sais rien, impossible. Non, je pense pas. Ouais. Donc c'est intéressant. Attends, je le refais parce qu'il faut refaire le truc très très vite au cas où certains d'entre vous auraient été dans la jungle birmane. Donc c'est en gros un distributeur de jeux vidéo qu'on connaît d'ailleurs parce que c'est la maison mère de Micromania France qui se retrouve attaqué par ce qu'on appelle les vendeurs à découvert, attaqués sur les marchés parce que en gros les gars pensent que la boîte ne vaut plus rien. Et là effectivement, l'ensemble de la population qui aime le jeu vidéo, qui en vit
vient en fait et qui s'est trouvé à entrer en bourse à l'occasion du confinement à travers de nouvelles applications, c'est pour ça qu'on parle de Robinhood, de eToro, nouvelles applications qui gamifient énormément l'investissement boursier, et ben, l'ensemble de cette communauté sont des dizaines de millions de personnes se sont mis à défendre cette entreprise qui a gagné, alors je me souviens du chiffre, 1630% en bourse en quelques semaines à peine, défaisant les hedge funds et les short sellers. Voilà. Alors oui, sauf qu'il faut dire aussi que depuis, elle a dévissé à la baisse. Alors, elle a dévissé, elle est loin de retrouver ces 200 millions de dollars. Parce qu'il y a toujours des gens qui achètent au plus haut. Mais oui. Et c'est des particuliers, selon toute vraisemblance. Mais oui. Ils ont non seulement acheté sur le cash, enfin sur la valeur de GameStop, mais ici, ils ont acheté des options d'achat. Et lorsque ça va se déboucler, ils vont se la prendre en pleine figure, la porte de saloon. Oui. Et donc, il va y avoir des morts. Oui. Bah, pas massivement, c'est pas systémique. C'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu rigolo, parce que c'est pas systémique. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'afflux d'investisseurs individuels et qui utilisent des plateformes. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que avec les plateformes, tu as la concertation entre les gars, qui va très vite, et l'instantanéité. Ouais. Alors c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est pas systémique. C'est pas systémique. Les gens ont eu peur, ils ont baratiné sur la revanche de l'épargne. Ah mais j'en vois partout. C'est le nouvel Occupy Wall Street, ce que je trouve très intéressant d'ailleurs. Tu vois. C'est du pipeau. C'est du. Bien sûr. C'est comme les gars du Bitcoin. Moi je lis. Ah non mais j'allais y venir après. Attends. Mais je lis. Il y aura un avant et un après cette affaire. Ils s'attaquent les petites boîtes. Ils défendent les petites boîtes. Tu parles. Il y en a qui s'en sont foutus plein les fouilles, si tu me permets l'expression, et qui ont évidemment mis un paravent sociétal devant, en disant je m'attaque aux méchants hedge funds qui gagnent trop d'argent, etc. Tout comme les élateurs du Bitcoin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, c'est le rêve libertaire. D'un actif qui est pas manipulable par les États, les méchants États. C'est l'or numérique, c'est le nouvel or. Alors, tu as l'or, comme ça existe depuis 5000 ans, mais en plus, tu utilises la blockchain. Alors là, c'est l'or avec la blockchain. Voilà. C'est comme le communisme. C'est les soviets plus l'électricité, comme disait Lénine. Oui, comme disait Lénine. Les soviets plus l'électricité. C'est ça, mais tu as toujours des paravents idéologiques. Et je pense qu'il y aura encore des coups sur les prochaines années, enfin les prochains mois, prochaines années, sur les thématiques ESG. À la méchante boîte, là. Qui ne respectent pas les normes environnementaux, sociétaux, de gouvernance, etc. Oui. Alors, on ne va pas l'attaquer. Mais alors attends, là, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire, non. C'est tout l'enjeu de ce qui va se jouer. Mais à la limite, on en reparlera. C'est tout l'enjeu de ce qui va se jouer dans les prochains mois. C'est ce fameux mot qui sera peut-être le mot vedette de 2021, taxonomie. À partir du moment où c'est plus la méchante boîte, à partir du moment où c'est des critères très précis, qui... Pas très précis, Non, mais c'est en train d'être défini, en fait. C'est le travail du moment. Il y a du boulot. C'est le travail du moment. Oui, d'où des années. Enfin, Non, mais ça t'empêchera pas. Non, la thématique que nous on met en avant, qui est Mark to Planet, c'est-à-dire quand tu auras un Mark to Planet aussi précis que le Mark to Market, là tu seras plus dans l'histoire que tu décris, de on peut s'amuser à attaquer n'importe qui. Mais d'ici là, il va y avoir encore des coups. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Après, est-ce que ça veut dire qu'une bulle? Non, parce qu'il n'y a pas tous les éléments d'une bulle comme en 29 ou comme en 2000. Parce que pour ça, il faudrait avoir une valorisation absolue plus élevée, il faudrait avoir une prime de risque négative. Là, aujourd'hui, avec les rendements à 1%, c'est pas le sujet, si tu veux. Et en plus, ce qu'on voit sur la bourse américaine, c'est que la hausse, qui est quand même assez extraordinaire depuis le mois de mars dernier, et surtout depuis le mois de novembre dernier, c'est qu'elle est pas restreinte à un nombre limité de valeurs. Elle est assez étendue, si tu veux. Alors qu'en 98-2000, elle était très concentrée sur la tech. Alors moi, Jean-Pierre, non mais attends, parce que je voulais t'amener sur un autre terrain, moi. Ah d'accord, pas de problème. Non mais je voulais juste dire qu'il n'y avait pas de bulle, mais il y a des petits signaux. Non, mais attends, je vais t'amener. Parce que tu es grand défenseur, et je dois dire que tu m'as convaincu sur pas mal de points, de la politique des banques centrales. Oui. Bon. Moi, pourquoi est-ce que ça m'intéresse le circuit, l'échec du Trésor américain? La Banque centrale des États-Unis d'Amérique permet au Trésor d'émettre massivement de l'argent pour soutenir l'économie et les ménages américains. Et ces ménages américains, à un moment au bout du bout, parce que cette politique dure depuis 10 ans, ils commencent petit à petit à faire n'importe quoi avec cet argent. Et tout à coup, ton cercle vertueux, là, parce que l'humanité est ainsi faite, de toute façon, commence à devenir un peu vicieux. Voilà. J'ai pas de problème avec ça, Stéphane, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je dis que de toute façon, les politiques monétaires accommodantes, très accommodantes, sont une condition nécessaire à la formation de l'inflation des actifs. Parce que là, c'est bien ton hélicoptère. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est bien ton hélicoptère monnaie, on est d'accord. Le Trésor qui signe des chèques directs. Va pas trop vite parce qu'on ne connaît pas la proportion des chèques qui ont été utilisés pour acheter des actions.
Les chèques, ils ont été aussi utilisés. Écoute, j'ai plus le chiffre, mais, parce qu'on l'a fait en tout début de semaine. En gros, les ménages gagnant entre 30 000 et 70 000 $ ont doublé leurs investissements boursiers dans la semaine qui a suivi l'émission des chèques du Trésor américain. Écoute, il faudra attendre un peu de temps. Les gens qui gagnent entre 30 000 et 70 000 $. 70 000 $, ces gens-là, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin quand même... Et ils ont perdu souvent leur job. Je te signale qu'aux États-Unis, quand tu perds ton job, tu perds ton assurance santé, l'indemnisation chômage, elle est ridicule. Mais c'est là où le mirage boursier, tout à coup, les a saisis. C'est pour ça que je te dis que ton cercle, il devient un petit peu vicieux. Et pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas s'enrichir aussi par les placements financiers et pas seulement par son travail? Parce qu'il faut savoir quand vendre. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et c'est la même chose avec le Bitcoin. Mais de toute façon, à la base de tout ça, il n'y a pas besoin du chèque. Hein. De toute façon, les politiques monétaires accommodantes sont la condition minimale pour avoir des bulles d'actifs. Et aujourd'hui, elles le sont fortement. Mais je considère que vu les forces dépressives, déflationnistes qui nous arrivent, on n'a pas le choix. Ça fait des années que je te dis ça, donc on va pas... Oui, bien sûr. Non, puis on est d'accord. De toute façon, ça fait partie des risques. Et il y a d'autres moyens, autres que la politique monétaire proprement dite, de limiter, la formation de bulles. Si vraiment la Réserve fédérale voit des signes annonciateurs de bulles, celle qui, justement, régule la margin debt, depuis ce qu'on appelle la régulation T aux États-Unis. Elle peut changer les margin debt, les normes de margin debt, quand elle veut. Ça veut dire quoi? Elle peut interdire aux particuliers... Elle peut dire aux banqueurs, vous n'aurez pas le droit de prêter tant le pourcentage de l'action, etc. Et puis la SEC a d'autres moyens aussi d'intervenir. La Securities Exchange and Commission a énormément de moyens d'intervenir pour limiter la spéculation. Donc il n'y a pas trop de... Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais simplement, il y a des petits signaux. Voilà, comme The Economist. Quand Elon Musk sur un tweet fait prendre 2000% à une boîte, c'est qu'il y a quelque chose qui quand même a brinque-ballé dans le système quand même. De micro-bulles, là, t'es en train de me parler GameStop. Ouais, voilà, c'est ça, oui, d'accord. Moi, je regarde l'indice... Toi, tu regardes les 2000 milliards d'Apple. Mais quand je regardais l'indice boursier en 1929, le 3 septembre 1929, le point haut du marché haussier de 21-29, là, je peux te dire qu'il y a le feu. Il y en avait partout. Voilà, le 25 mars 2000, sur les valeurs TMT, mais même un petit peu au-delà, il y avait une bulle généralisée. Moi, j'ai toujours défini 9 critères pour avoir une bulle boursière. 9. Il y en a 3 techniques et il y en a 6 fondamentaux. Oui, tu vas pas nous donner les 9. Non, je vais pas te les donner, mais il y a mais par exemple, les IPO qui se développent, tu as même les SPAC, Special Purpose Acquisition Vehicles. Non, mais c'est intéressant, parce que je sais. C'est des boîtes qui lèvent du Alors non, dire un mot, parce qu'on a des gens connus. Xavier Niel, alors, en l'occurrence là, donc il y a eu un premier SPAC qui s'est monté sur l'audiovisuel, avec Xavier Niel et l'ancien de chez Lazare, dont j'oublie le nom. On va le retrouver. Voilà, des gens connus, des gens people. Et là, il y en a un nouveau avec l'un des propriétaires de Picard pour aller faire une grosse acquisition dans la distribution. Voilà. Mais c'est rien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Donc en gros, ce sont des gens qui lèvent de l'argent, qui demandent en fait aux investisseurs de leur donner de l'argent, sans trop savoir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Exactement. Il faut faire confiance. Si, faire des acquisitions. En général, ce n'est pas des mauvais gérants, ceux qui lèvent de l'argent. En général, on se renseigne quand même un petit peu, on sait. Ils ont d'accord, d'ailleurs, avec le premier, ils ont créé Media One, qui donc dans l'univers de la télévision qu'on connaît un peu, qui s'est effectivement très très bien débrouillé. Non, mais il y a d'autres critères, si tu veux. La volatilité qui monte quand le marché monte, c'est assez rare. En général, c'est... Jean-Pierre, le temps tourne et je voulais quand même avoir ta vision un peu macro. En gros, donc, course au vaccin, avec des hauts, des bas, etc. et tout. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? C'est-à-dire, parce qu'en fait, l'idée qu'on a quand même en regardant ce qui s'est passé au printemps dernier, c'est un redémarrage très très fort à un moment. C'est-à-dire, il ne va pas falloir rater le moment où ça redémarre. Mais ça va redémarrer très fort. Au UK, aux États-Unis, au deuxième trimestre, il y aura une croissance à 2 chiffres en rythme annualisé, mais bien l'Inde, l'Inde aujourd'hui, elle redémarre très... Déjà là, aujourd'hui? Bien sûr. Elle a fait un deuxième semestre excellent, là. Et donc, c'est quoi? C'est printemps ou c'est septembre? C'est printemps. Oh, les losers. Alors, évidemment, il faut bien que l'Europe continentale, évidemment, assume son statut d'idiot du village global. Donc, il est normal qu'elle soit la dernière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, avec Van der Leyen. Van der Leyen, elle a appliqué la politique de sa camarade Angela Merkel. Il faut faire des économies sur 1 ou 2 milliards. Comme ça, tu perds 3 mois. Alors là, et tu crois que c'est dans la négociation des prix qu'on a raté le truc? Pour être tout à fait honnête, j'ai lu un peu là-dessus, mais je ne suis pas certain que ce soit ça. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais, c'est ça. Que quand on a travaillé avec Angela Merkel pendant 15 ans, on a l'habitude. Et puis c'est un discours riscophobe. C'est un discours défensif. C'est le discours allemand. Il faut faire des économies. Il ne faut surtout pas trop dépenser.
Parce qu'on a peur de la réaction de l'opinion publique, on a peur de ceci, on a peur de cela. Eh oui, résultat, tu vas te retrouver. T'as vu le rythme de vaccination qu'on a je parle même pas d'Israël. C'est une honte. Surtout lorsqu'on négocie le Brexit, qu'on dit qu'on a gagné, et que sur le premier acte politique qui va différencier les zones, j'avoue que c'est la campagne de vaccination. Et Boris, qu'est-ce qu'il fait, Boris? C'est parfait pour lui. C'est parfait pour le Parti conservateur. C'est parfait pour les eurosceptiques au Royaume-Uni, ce qui se passe actuellement. En fait, ça a émergé récemment, effectivement, cette histoire de prix. Je me disais à un moment, bon, si c'est de la logistique, machin, ok, t'y es pour rien. Non, si effectivement l'idée que on a tellement négocié, on a tellement gratté dans tous les sens que les gars nous serviront les derniers, là, effectivement, c'est un sujet vachement intéressant. Oui, mais très symbolique. Et c'est la gouvernance allemande. Ouais, voilà. Enfin, réduire les déficits. On n'est pas beaucoup mieux. Hein, non, mais la gouvernance allemande européenne, avec von der Leyen. Mais c'est toujours comme ça. Et c'est assez terrible parce que quand je regardais un peu l'ensemble de cette crise, et tu te dis quand même, à un moment, on va pouvoir dire... Les amis, l'Europe, là, que vous brocardez, c'est quand même une banque centrale européenne qui nous a permis de passer ce choc, voilà, sans trop de dégâts. Donc voilà, c'est ça l'Europe. Oui. Sauf que tout ce que retiendront les gens, c'est une commission qui a été incapable de gérer l'affaire. Et même sur le plan de relance, c'est lent. Enfin, tu vois, le plan de relance de 750 milliards qu'on a décidé au mois de juillet dernier, on le voit pas vraiment. Puis c'est pas transparent. Enfin, tu vois, on est en train de pinailler là sur les campagnes de vaccination. Il n'y a pas du tout de problème de logistique. Ceci étant, pour être quand même pas trop négatif, je pense que compte tenu du news flow des derniers jours avec AstraZeneca, avec Pfizer-BioNTech et avec Johnson & Johnson, je pense que quand même, ça n'empêchera pas le rebond de la zone euro, mais il sera moins fort qu'au Royaume-Uni, par exemple. Et Sputnik. Sputnik, c'est le... Mais tu vois, c'est le truc ultime. Tu vois, je te disais souvent que Trump nous avait rendu service. Il nous a secoués. La crise sanitaire nous a secoués aussi, nous, Français. Les Français s'aperçoivent du déclin. Ils s'aperçoivent du déclassement technologique de la France, qui est l'une des composantes du déclin, pour la première fois, je crois. Bon, ben voilà, comme à chaque fois, on termine plein de joie, de bonheur, d'enthousiasme. Mais voilà, oui, voilà. Il faut finir là-dessus, la une de The Economist. Merci Jean-Pierre. Absolument. À bientôt. Jean-Pierre Petit était notre invité sur Bismart. Et on va boire un coup d'ailleurs là pour se consoler un peu. Oui, je veux bien moi. On repart les amis, et donc on va boire un coup pour oublier tout ça. Tout ce que vient de nous dire Jean-Pierre Petit. Bonjour Mathieu Laine, bonjour. Ouais, j'ai appelé ça avec modération. Hein, voilà. Oui, toujours avec modération. Toujours avec modération, voilà, comme ça on est tranquille. Donc, cofondateur du Petit Ballon, on va parler du vin, on va parler du commerce du vin, on va parler de la façon dont alors pas seulement les vignerons d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a aussi qui assemblent les vins par exemple, bref, l'ensemble de ceux qui fabriquent, il faut bien en parler comme ça à un moment, fabriquent le vin, sont en train de réfléchir aujourd'hui en France. Mais la première des questions, c'est je me demandais, est-ce qu'on plonge dans la bibine pour se consoler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de vin pour essayer d'affronter ce qu'on est en train de traverser? Non. On ne peut pas le dire comme ça. On veut dire qu'il y a une consommation qui est différente. Aujourd'hui, les bars, les restaurants, tout ça, c'est fermé. Donc, c'est une consommation qui est différente. Du coup, la consommation qu'on pouvait potentiellement avoir à côté, on va l'avoir chez soi parce qu'on est obligé et qu'on doit rentrer chez soi avant 18h. Mais du coup, vous êtes à l'heure pour l'apéro, c'est pas mal. Non, il n'y a pas... Oui, on est à l'heure, mais on est tout seul, quoi. C'est-à-dire, à un moment, il faut que le vin soit bon, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais alors ça, on s'occupe de ça et ne vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, juste pour la consommation, non, il y a une baisse de la consommation qui s'est opérée pour les Français. Enfin, je vais parler de la France. Ouais. Là, les vignerons cherchent des débouchés. Il y a plusieurs réseaux de distribution en France. Hein. D'ailleurs, pour les vignerons, on parle soit d'export. Donc, ce qu'on appelle le HCR, hôtel, café, restaurant, la fermeture administrative de tout cela n'est pas compensée par une hausse de la consommation domestique. Non. Et puis, en fait, ça dépend de toujours quand on est vigneron, à qui on vend. Il y en a qui vendent à la grande distribution, d'autres qui vendent à l'export. C'est vrai. L'export, c'est éteint, l'export est reparti. Enfin, ça dépend de chacun. Et il y en a qui ne vendent parfois plus rien et d'autres qui s'en sortent bien. Ça va dépendre de chacun. Pas à ça. C'est-à-dire que pour certains, il faut complètement repenser l'ensemble de leur circuit de distribution. Exactement. Ah oui. Exactement. Et en fait, en plus des gars qui étaient sur des rentes, parce que quand vous avez un grand restaurant qui vous commande les 3/4 de votre production tous les ans,
Globalement, vous réfléchissez pas trop à essayer de... Vous avez des gros qui ont beaucoup de volume et qui ont du mal à les passer, donc ils ne savent pas quoi en faire. Mais il y a des petits qui ont choisi justement de travailler depuis des années avec des cavistes, des restaurants, des hôtels. Les cavistes, ils en ont encore, mais et les autres, ils n'ont plus de débouchés. Donc pour eux, oui, c'est compliqué. En fait, c'est pas rose aujourd'hui la consommation de vin. Enfin, en tout cas, les producteurs de vin n'ont pas un moral extraordinaire en ce moment. Alors, l'ensemble de la production, mais vous? Alors nous, c'est de la distribution. Eh ben voilà. Voilà, on va parler distribution. Le modèle qui vend en particulier, celui-là, enfin, quand vous décriviez là tout à l'heure, on est obligé de rentrer chez soi à 18h, je me disais, en fait, dans leurs rêves les plus fous, quand ils ont commencé à fonder Mon Petit Ballon, peut-être même qu'ils n'avaient pas imaginé une situation aussi favorable. Alors, on n'est pas content de la situation de manière macroéconomique. Néanmoins, nous, ça se passe plutôt bien, donc c'est quand même cool. Ouais. Dans toutes les crises, il y a des gens qui s'en sortent bien et pas bien. Et aujourd'hui, on va dire pas que le petit ballon, mais la vente de vin sur Internet, principalement, s'en sort plutôt bien. Oui, parce qu'en fait... on avait beaucoup de retard sur le marché. En fait, Internet, aujourd'hui, la consommation de vin, la distribution de vin, je crois qu'on est un peu moins de 7% ou 6% sur la partie vente de vin en ligne. On est dans toute la partie... Internet n'a pas bouleversé ce marché-là. Donc, on accélère en même temps, 6-7%, tu sais, ça permet de rappeler là aussi des chiffres, mais le commerce général, c'est 12-13%. Hein, c'est pas non plus... même s'il se développe là, mais le commerce en ligne n'est pas évidemment très loin majoritaire sur le commerce. Non, mais je referme la parenthèse. Oui, très bien, très bien. Et après, quand on a un peu de chiffres, la distribution de vin, je crois qu'il y a 80% des volumes qui sont faits en grande distribution aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a toujours en train de se dire mais en fait les cavistes et tout, c'est tout petit, et puis c'est très très urbain. Et voilà. Mais donc la vente de vin sur Internet se porte plutôt très bien et c'est une bonne chose pour tous les acteurs de vin qui sont sur Internet. C'était quoi donc la démarche, le petit ballon parce que quand même à un moment il faut savoir à qui on parle là. J'ai vos chiffres là. 100 000 abonnés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a atterri à 20 sur cette année 2020. On a fait 20 millions de chiffre d'affaires en 2020. Alors, c'est un distributeur, hein, évidemment, donc le chiffre d'affaires peut monter vite, mais enfin, quand même, ça commence à représenter quelque chose, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, il paraît. Non, mais du coup, non. Oui, en fait, nous, on se rend pas trop compte parce qu'on est, on avance et voilà. Donc, il y a toujours des étapes. Au départ, je me rappelle très bien avec Martin. Alors, c'était quoi la réflexion de départ, justement? Alors, la réflexion de départ, c'est on va avoir 30 ans, on ne sait pas différencier un Bordeaux d'un Bourgogne, on ne doit pas être les seuls. On se renseigne, Martin se renseigne, c'est Lucas Lidé, mon associé, qui se dit, tiens, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le monde du vin. Et tout ce qu'il trouve, c'était embêtant, pas drôle, cher, un peu vieux et rien de funky, rien de... Je rajouterais même intimidant. Exactement, mais le marketing du vin a été fait par les gens du vin pour les gens du vin. Ouais, voilà, et du coup, exactement. Mais ça crée de la valeur parce que quand on veut essayer de comprendre les différences entre une terre qui a les différents cépages, les différents terroirs, ça joue vachement. L'argile, pas l'argile, la mer, pas la mer, exactement. Oui, tout à fait. Mais après, il y a 4% des Français qui se disent experts en vin, donc il y a 87% des Français qui ne s'y connaissent pas. Donc au départ, nous, le petit ballon, c'est ça, c'est de dire, tiens, on pourrait trouver un concept qui nous plaise à nous. Et c'est là où on s'est associé avec Jean-Michel Deluc, l'ancien chef sommelier du Ritz, Drouan, Fouquet's et autres, maître sommelier, bref, un ponte, le premier sommelier sur Internet. Donc quelqu'un déjà qui sentait les choses et qui avait envie de ça et qui s'associait. Et vous sentiez qu'il y avait une demande qui était insatisfaite en fait, franchement, du fait de l'ensemble de ces barrières. C'était pour nous au départ, on s'est dit ça nous parle. Après, bien sûr, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose. On a copié un modèle américain qui a un concept d'abonnement, box, et c'est comme ça qu'on est parti dans les box il y a 10 ans maintenant. Et toutes les box n'existaient pas. C'était vraiment les prémices du concept de la box. Et d'ailleurs, on n'a même pas le nom de box. Et le petit ballon est parti comme ça il y a 10 ans. Alors c'est ça qui est assez génial dans ces modèles de box qui ont eu. Alors c'est très très compliqué le business des box. Bon, voilà, je vais le dire comme ça. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit c'est assez génial parce que toute la difficulté, c'est de choisir. Et vous choisissez pour nous. Ouais, alors, le concept ne fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit... bien sûr, il faut que je sois satisfait après. Les distributeurs de vin se sont dit, la box c'est super, tout le monde s'y est mis, tous les gros du monde du vin, tout relatif que ce soit, s'y sont mis et personne aujourd'hui n'existe encore sur le monde du vin, sur la box. Parce que tu me mets n'importe quoi dans la box? Non, pas forcément, c'est qu'en fait, là, ce n'est pas juste un concept de 2 bouteilles. C'est une expérience. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très fort et c'est l'expérience. Et tout passe par l'expérience. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui reçoivent ça en cadeau et qui reçoivent leur box petit ballon, l'ouverture. Et en fait, le moment d'ouverture, le moment de découvrir tout le contenu édito qui est autour, joue aussi dans le moment des dégustations. Le vin, ce n'est que de l'émotion. Et on a un concurrent qui a pas mal de magasins en France et une ancienne... Bordeaux avec une écriture jaune et qui eux avaient fait une box. Non mais eux ils avaient fait une box pour renforcer. Nicolas, pour ne pas le nommer, j'ai gagné au quiz distribution du vin. Avait fait une box pour le retail et qui s'était bien pensé, c'est-à-dire recevez chez vous des échantillons, des mignonnettes, enfin pas des mignonnettes, c'était des wine in tube et des pipettes. Il y avait un verre, donc on le reçoit chez soi, on le boit, et si on aime, on vient racheter la boutique. Ce qui est plutôt bien, mais c'est pas notre démarche. Nous, une bouteille, c'est un moment de partage, c'est
une bouteille ouverte est une bouteille bue. Oh, tu le fais bien. J'ai appris. Et voilà. Et en fait, donc nous, c'est un partage, c'est de l'émotion. Pour nous, c'est ça. Enfin, le petit ballon, c'est ça en tout cas. C'est comme ça qu'on a construit. Et l'ADN du petit ballon au départ, c'était bien se marrer. Et on essaie toujours de le faire 10 ans après. Voilà. Il y a alors. Je crois, mais je parle vraiment sous ton contrôle. Il y a un Amazon du vin qui s'appelle Vivino aujourd'hui dans le monde et qui vient de lever 155 millions de dollars aujourd'hui ou hier. Ah ben voilà, parfait, ça me fait une accroche en plus. Tu vois, voilà, ça nous met dans l'actualité. Comment est-ce que qui fonctionne très bien, il faut bien le dire, notamment logistiquement fonctionne très très bien, qui a tous les codes d'Amazon, je le dis juste d'un mot comme ça, tous les codes d'Amazon, notamment ce code extraordinaire qui est le client a de toute façon raison. Voilà. S'il y a le moindre problème, le client a raison. Taisez-vous. Voilà. Comment est-ce que... Ils en sont où aujourd'hui Mais justement, je te demande. Mais en fait, Vivino, c'est une super idée, ça aide vachement. Ils ont un nombre de téléchargements qui est de millions de personnes à travers le monde. Mais toi, tu l'as utilisé ? Oui. Combien de fois ? Beaucoup. D'accord. Donc, toi, t'es dans la partie geek, peut-être, de gens qui veulent le connaître et aller vachement sur la constitution, connaissance, mémoire de ces vins et tout, et d'achat derrière. Aujourd'hui, en tout cas, tu sais ça, je le dis juste d'un mot là aussi, mais je surtout pas. Mais tu as un cercle vertueux qui est le cercle vertueux des algorithmes. C'est qu'à partir du moment où tu commandes beaucoup, ça devient très très précis comme recommandation. Tout à fait. C'est assez génial. Et en fait, aujourd'hui, Vivino a été créé. Alors, je ne voudrais pas parler en leur nom parce que je connais pas extrêmement bien toute l'histoire, mais au départ, comme une aide à la reconnaissance d'étiquette et de pouvoir constituer sa cave. Mais là, le passage de je scanne ma bouteille à j'achète est compliqué. Et aujourd'hui, oui, ils ont lancé leur concept marketplace il y a quelques mois encore en France, je crois. Donc je ne maîtrise pas encore hyper bien le sujet, mais aujourd'hui, ils n'ont pas emmené le marché. Non, enfin, il y a personne. D'accord. Non, mais voilà, je voulais juste en fait, moi, avoir l'idée de ce que ça représentait aujourd'hui. Nous, on a une vision du marché du vin sur le web et chacun y vient de son chemin pour essayer de pousser, faire avancer cette grosse boule. Et c'est très bien. En fait, il y a plein de choses à faire et qu'on doit apporter du service et que les gens ont de plus en plus le réflexe de dire j'achète du vin, je pense passe par Internet ou autre, parce que nous aussi on a des boutiques et on a des choses comme ça. Mais... Je reviens sur le petit ballon. Effectivement, donc l'abonnement, il faut que... Donc ça veut dire je vous fais confiance finalement, et donc ça veut dire derrière qu'il faut que... On n'a pas eu beaucoup de morts à cause de nos bouteilles. Non, mais il faut que ça me plaise, quoi. Oui. Il faut que j'ai cette émotion. Mais alors, et donc ça veut dire qu'il faut aller tout en bas, en aval, il faut aller au pied des vignes pour raconter toute cette histoire. Alors déjà, on a une confiance incroyable. Enfin, nous, on fait une en amont d'ailleurs, ce que je dis, moi, il faut aller en amont. Il faut aller au pied des vignes. On a une confiance aveugle à Jean-Michel, qui est notre expert avec son comité qui choisit les vins. Donc là-dedans, je crois que c'est une des fiertés qu'on peut avoir, c'est la qualité des vins qu'on peut proposer. Et on a beaucoup d'abonnés qui viennent, qui sont en fait des vignerons, qui disent j'étais abonné chez vous, je veux proposer mes vins. Donc c'est assez marrant. C'est des gens du cru qui nous proposent leur expérience, enfin qui nous proposent leur vin pour être dedans en disant c'est vachement bien. Je crois qu'on fait bien notre boulot d'un point de vue clients, semblerait-il, parce que les gens restent, reviennent et offrent ça et trouvent ça cool. Les vignerons sont contents de bosser avec nous, donc voilà, il y a toute une démarche d'essayer de bien faire le boulot et que du coup, ça fasse un effet boule de neige. Et puis, dans le monde du vin aussi, ça va très vite. C'est des gens qui se connaissent bien, donc les bons sont connus. On dit toujours quoi que une personne qui fait mal son travail, 7 personnes sur 10 lui disent derrière, savent derrière qu'en fait il fait mal son travail, alors que quand il fait bien son travail, les gens le disent pas assez, mais c'est quand on le fait mal, on le dit plus. Et bon, nous j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, et est-ce que justement ils sont aujourd'hui en réaction ? Parce que l'autre élément du web et du vin sur le web, c'est que tu es à un clic des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Chili, d'Argentine, qui sont magnifiques. Et beaucoup moins cher que nos vins magnifiques. Est-ce que là, il y a une prise de conscience ? Je ne vais pas juger là-dessus, c'est pas mon job. Moi, je vais juste dire que l'ADN du petit ballon, c'est quoi ? C'est la qualité, la démocratisation et la découverte. Donc oui, nous, une de nos meilleures ventes, c'est un vin sud-africain, par exemple. C'est étonnant, on a des rapports qui sont très différents, mais voilà. Les gens viennent chez nous pour la découvrir. Et donc ça pour resituer aussi, le petit ballon c'est quoi ? C'est de la box, de l'abonnement, mais c'est aussi de la vente de vin. Donc nous aujourd'hui on a un catalogue comme un caviste en ligne, et donc tu peux venir chez nous pour acheter ton abonnement, mais tu peux également venir acheter ton vin pour tes ressorts, parce que tu as un vin que tu as aimé dans l'abonnement, ou tout simplement que tu connais, que tu aimes bien, que tu as envie d'avoir, et que nous on peut te livrer dans un temps assez rapide et au bon prix. Donc c'est aussi ça le petit ballon, c'est une activité aussi de vente de vin. Et donc, pourquoi les boutiques ? D'abord, vous en avez combien ? 2.
Ouais. Et la première, c'est une erreur. En fait, on cherchait des bureaux, puis en fait, il y avait un devanture, on a mis un bar, on a commencé à recevoir les clients. Mais ça, c'est un peu vraiment fait comme ça. Hein. Et, parce qu'au départ, on était chez Martin, on recevait les clients, mais comme il y avait 3 marches, le livreur, on avait ras-le-bol de livrer. Au départ, il livrait 2 caisses, donc ça allait, puis on était un peu à grossir. Puis on était derrière, puis en fait, on faisait tous, on avait chacun un jour de livret de réception des clients. Et en fait, oui, forcément, on était nuls. Puis après, on a pris un stagiaire, puis un apprenti, puis on a pris un caviste, et maintenant, on a un responsable de réseau. Et nous, on a quitté les bureaux depuis, mais ça tourne toujours, et on a 2 caves. On a essayé un nouveau concept dans le 15e aussi, donc voilà, on teste aussi. Mais pourquoi? C'est quoi votre réflexion? C'est le vin. À un moment, avec le web, on sera limité? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le vin, pour nous, la vision du vin, c'est un 360. C'est une expérience. Et au fait, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être dans leur canapé à commander, d'autres qui veulent le service, le toucher, le conseil du caviste, et donc qui vont aussi en bouteille, enfin qui vont en boutique chercher leur bouteille. Et du coup, c'est leur qui vont en bouteille chercher leur boutique. Et en fait, du coup, c'est un tout en fait. L'expérience Petit Ballon pour nous, c'est un tout. Et en fait, c'est amusant quand tu te mets devant la boutique, les gens passent, disent la boutique, je connais, le Petit Ballon, là, j'ai déjà offert ça à un cousin, un truc. Donc oui, mais c'est là ça où permet de rayonner aussi sur la partie notoriété. Avec les cavistes, il y a un côté assez intimidant. C'est vraiment s'il y en a qui nous écoutent, etc. Si, je t'assure. Mais j'ai expérimenté en fait il y a quelques années, mais j'ai expérimenté et en fait, c'est un peu comme les bijoutiers, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire. T'en as des très bons aussi qui se mettent à la place du client, en fait. Ouais, voilà. Non, mais il y a un vrai boulot à faire. Et je me disais, tiens, vous prenez conscience de ça et vous allez peut-être aussi, à un moment, développer une chaîne. Alors, les réflexions, elles se mènent. On est aussi en test chez Monop en ce moment, de réhabiller certains de leurs rayons dans leur magasin. On est en mode test. On aime bien faire des tests et des projets, mais on essaye aussi, en fait. On essaie on se dit, il y a un boulot pour essayer de simplifier l'approche du vin et de rendre service à nos clients. Et nous, on pense qu'à ça. On pense client et comment rendre service aux clients. Et du coup, la réflexion, elle se mène aussi là-dedans. On dit, ton client, il va être dans son canapé, il va acheter sur son téléphone, sa tablette, mais il va être également, je veux passer chercher une bouteille pour aller à un dîner, ou je passe chez Monop. Et donc, le Petit Ballon aussi essaie d'être dans tous ces points de contact pour que le Petit Ballon soit un réflexe vin. Et parce que je regardais, c'est-à-dire, on parle plus de Bourgogne de Bordeaux, par exemple. On dit canaille, délicat, charnu. On s'est mis à la place du vigneron, à la place du client. Oui, mais on va pas trop loin, là, justement, dans le... Alors, toi, tu es a priori une personne qui connaît à peu près bien, tu sais à peu près quels sont tes goûts, ou au moins Vivino va te le dire. Mais plein de gens veulent juste une bouteille. Et ils savent pas. Et en fait, ils s'en fichent de savoir. Et on revient sur ton émotion. Exact. Enfin, c'est simplifier, démocratiser, ça c'est une de nos missions. Mais oui, mais canaille ou charnu, ça veut rien dire pour moi, justement. Mais bien sûr, si en face, tu n'as pas l'explication, le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, tu viens faire un test, quand tu es abonné chez nous, tu viens faire ton premier test, tu réponds à des questions, j'aime le café avec du sucre, sans sucre, le jus de pamplemousse et autres. On ne pose pas question sur le vin. En fait, quand tu rentres chez un caviste, parce que tu ne sais pas trop, donc là, on ne pose pas question sur le vin, et à la fin, on dit, tu as un profil qui est plutôt comme ça. Donc, tu aimes plutôt ces vins-là. Et en fait, que ce soit un vin, nous, on les a goûtés, et en fait, on essaie d'avoir un point de vue de goût et non pas de production. Donc on se met du point de vue du consommateur pour se dire, en fait, j'en sais rien, t'aimes Vanessa Paradis, cette musique-là, ça c'est plutôt pop. Et l'autre, notre chanson Vanessa Paradis, elle va être plutôt rock. Et donc en fait, toi, t'aimes plutôt la pop. T'étais pas né à l'époque de Vanessa Paradis. Mais je suis un grand fan de Vanessa Paradis, mais tu rigoles, j'ai vu en concert et tout, mais j'adore. Bon, c'est pas le sujet. Mais... Bon, non, mais on est au bout. Ce que tu viens de dire là, on travaille sur le goût et pas sur la production. C'est sans doute ce qu'une grande partie des producteurs de vin français doivent encore comprendre et analyser. Juste cette phrase-là, le goût, et pas la production, le château, l'étiquette, l'année. Non, mais il le travaille. C'est juste que comment est-ce que le consommateur va le comprendre. Et nous, en fait, on va peut-être servir d'intermédiaire pour essayer de lui faire comprendre ces choses-là. Il faut dire que nos vignerons font des choses absolument sublimes. Le cofondateur du Petit Ballon, donc admirateur de Vanessa Paradis, comme ça on est deux, Mathieu Laine, était avec nous sur Bismart. Merci à toi. On termine les amis, on termine avec Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Obsoco, Observatoire... Société et consommation. Société et communication. Non, et consommation. Et consommation. La communication, c'est nous. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant, Philippe. Philippe qui a écrit une tribune, ça devait être dans les Échos, je crois. Dans le Monde. Dans le Monde. Le Monde, en lettres gothiques. Autour de l'affaire Carrefour. Vous allez dire, quoi, encore l'affaire Carrefour? Oui, les amis, puis c'est peut-être pas la dernière fois même qu'on en parlera de l'affaire Carrefour, parce qu'elle me passionne, l'affaire Carrefour. Et Philippe Moati, donc, qui évidemment connaît très très bien l'univers du retail, l'univers de la grande distribution, etc. et tout,
commence par être très très gentil avec le ministre de l'économie. Je me suis demandé quand j'ai lu ça, Philippe, si vous le pensiez sincèrement. Vous dites, soit c'est un calcul politicien, voilà, d'interdire aux Canadiens Couche-Tard de racheter Carrefour, soit un sursaut stratégique de la part de Bercy pour être présent dans l'économie des plateformes. Ouais. Je ne sais pas si Bruno Le Maire il a lu cette phrase, j'espère, mais à mon avis, elle est encadrée au-dessus de son lit. Tu vois. Il y a un mec quelque part qui pense que Bercy peut faire un sursaut pour être présent dans l'économie des plateformes. Il y a un tout petit peu d'ironie, hein, ça n'a sans doute pas échappé aux lecteurs, mais effectivement, on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle du gouvernement de l'enjeu qu'il y a à faire émerger des champions dans la... Alors vas-y, parce que moi j'ai défoncé cette décision. Toi, tu sembles finalement y trouver un certain mérite, donc je veux t'écouter. Voilà. D'abord, effectivement, ça va dans le sens du poil de l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et je pense même que c'est la principale motivation. Là, on a beaucoup parlé du monde d'après la pandémie. Nous, on fait des enquêtes au fil de l'eau. Hein. Depuis le premier jour du confinement, on n'arrête pas de sonder les Français en qualitatif, en quantitatif. Et en fait, cette crise a accéléré certaines choses, consolidé d'autres, mais elle n'a rien fait d'émerger de complètement nouveau. Ce qui a vraiment percé, qui était déjà là, mais qui s'est intensifié, c'est un souci souverainiste, identitaire, quoi. En quelque sorte, une logique de fermeture, de repli sur soi, à toutes les échelles. On a vu le terme de souveraineté, de réindustrialisation, de relocalisation pointé en tête du débat public. Et les Français sont très, très chatouilleux actuellement sur cette question-là. Tout à fait. Donc on imagine mal Carrefour, quand même, bleu, blanc, rouge. Hein, et premier employeur de France. Premier employeur de France. Et c'est pas n'importe lequel, c'est celui avec lequel on a un contact quotidien, qui est partout dans nos villes, quoi. On n'a pas ce rapport avec beaucoup d'entreprises du CAC 40. Hein. Et donc les voir partir pris par un capital étranger, je peux comprendre que dans le contexte actuel, ça passait pas, quoi. Juste alors pour aller sur ce chapitre-là, puis ensuite on ira sur celui des plateformes. Alors tu cites un chiffre qui doit être d'ailleurs d'une des enquêtes de l'Obsoco. 72% des Français pensent que la France gagnerait à nationaliser. Et tu fais une parenthèse, c'est-à-dire qu'en faisant le sondage, vous expliquiez bien le sens du malentendu. Voilà. Donc nationaliser, rendre public une partie des entreprises dont la production est essentielle au bon fonctionnement du pays. 72%. Alors évidemment, Philippe, je te le dis très franchement, je n'y crois pas à ce chiffre. Il faut resituer ça dans le contexte, un sondage. Les gens n'ont pas une demi-heure pour réfléchir à la réponse, c'est un peu épidermique, mais quand même. Ah mais c'est énorme. Mais quand même. Ouais. Donc quand on parle de souverainisme, il y a effectivement un terreau actuellement très puissant. Sur ce 72%, tu as tous les tampons, tous les parchemins, c'est... 72%, c'est un vrai sondage, il est fait... Absolument. Mais de manière générale, le souci de repli géographique, en fait, il réunit des extrêmes. On va évidemment trouver des identitaires, assez à droite sur l'échiquier politique, hein, qui voient l'étranger comme une menace, hein, un péril dont il faut se protéger, que ce soit sur le plan économique ou culturel. Et de l'autre côté, vous avez les écolos, ceux qui sont très sensibles à la question de la crise écologique et qui voient dans les excès de la mondialisation et une activité productive qui est éclatée aux quatre bouts de la planète, là, l'une des racines du mal. Donc, en fait, ça vous donne un socle de population extrêmement large qui attend une forme de relocalisation de l'économie. Voilà. Et de retrouver la maîtrise de notre économie par rapport à une mondialisation qui nous en a fait perdre, cette maîtrise, incontestablement. J'écrivais parce que je me suis permis d'en faire un tweet de ton chiffre tellement il m'a saisi, Philippe, et je disais, les amis, enfin si vous êtes dans l'environnement Bismart, qui est le nôtre, qui est plutôt effectivement international, ouvert, libéral, je crois qu'il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne. Vous ne vivez pas dans le même monde, non, mais c'est très clair. Il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne présidentielle, non, Philippe? Peut-être, mais je crois que ça... Parce que 72%, ça veut dire que tous les acteurs politiques vont aller sur le terrain de la défense, bien entendu, du nationalisme. C'est quasiment le seul point qui peut réunir un socle solide, et encore une fois, qui va draguer un peu de tous les côtés, quoi. Ça a déjà commencé, vous avez vu remonter la figure de Arnaud Montebourg, qui était un peu le champion de la démondialisation. Ça peut menacer Emmanuel... Enfin, pardon d'aller sur ce terrain-là, mais ça peut menacer Emmanuel Macron, ça, quand même, parce que il est plutôt l'image... Oui, Emmanuel Macron, c'était la mondialisation heureuse, c'était la Startup Nation. Exactement. Nous avons réalisé l'année dernière une étude sur les utopies. À quelle société idéale les Français rêvent-ils? Et on avait testé 3 grands modèles de société, dont, en gros, la Startup Nation, quoi, l'utopie californienne, quoi, hein, on avait appelé ça l'utopie technolibérale.
c'est celle dont les Français veulent le moins, alors que massivement, majoritairement, ils adhéraient à une société écologique. Et oui, donc il y a un petit décalage entre l'utopie technolibérale, ça nous plaît bien, nous. Oui, Non, mais ça va, nous on sait qu'on restera une niche. Non, mais ça veut dire que, sérieusement, politiquement, il va falloir qu'Emmanuel Macron gomme cet aspect de son personnage. Absolument. Il a commencé à le faire. Tranquillement, mais il va falloir en rajouter une petite cuillerée, disons. Bon, et l'autre point que tu mettais en avant, c'était le changement, et ça aussi ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec toi, le changement d'image des grandes surfaces dans l'opinion au regard de tout ce qu'on vient de traverser. Enfin, oui et non, en réalité. Alors vas-y là-dessus, ça m'intéresse. Ça fait des années que je sonde l'opinion sur l'image de la grande distribution, et on est confronté à une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur leur confiance dans la grande distribution, dans les enseignes de la grande distribution, en restant là, dans la formulation, c'est une défiance massive qui est exprimée. De même d'ailleurs que pour les industriels de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot confiance ? Confiance en général, voilà. Oui, confiance, selon les confiances sociales, on considère que le terreau de la confiance, c'est la reconnaissance dans l'autre de la compétence, de l'intégrité et de la bienveillance. Voilà. Il m'est arrivé de faire une étude approfondie sur ces 3 points concernant la grande distribution. Compétence, oui, on leur fait crédit, ils sont compétents dans leur métier. Par contre, intégrité et bienveillance, non. Non, voilà. Donc ça, c'est chronique, ça fait très longtemps que ça dure, si vous voulez. Pendant la crise sanitaire, on l'a mesuré à plusieurs reprises, juste après le début du premier confinement, il y a eu une poussée de confiance, parce que c'était quasiment notre seul lien avec le monde réel, hein, et on a compris à quel point c'était important. Et ils ont assuré, incontestablement. Puis très vite, on est revenu à la normale, quoi. Et donc on a, par rapport à la question de la confiance, un clivage, mais qui ramène à la discussion de tout à l'heure, hein, entre une défiance énorme entre tous les gros acteurs, ce qu'on pourrait appeler les élites, quoi. Et dans le monde de l'économie, c'est les grandes entreprises, c'est les géants du numérique, ce sont les banquiers, les assureurs, les enseignes de la grande distribution, les grandes marques de l'agroalimentaire, tout ça, c'est massivement de la défiance que ça suscite. Alors qu'en haut du palmarès, suscite de la confiance l'artisan, le petit commerçant, la petite entreprise, le paysan, etc. Et ça se renforce. Ça, c'est la sympathie pour les petits, la confiance dans les petits, c'est renforcé pendant la crise sanitaire. Et ça va avec le local. On retrouve cette logique de repli sur soi et de défiance à l'égard d'un système, en réalité. Ça exprime ça. On n'a plus confiance dans un système dont on a le sentiment qu'il ne roule pas pour le bien commun. Et même qui nous rend victimes de la marche du monde, quoi. Et donc, si on a de la sympathie pour le petit, c'est non seulement parce qu'il est incarné par de l'humain, alors que le grand, c'est une institution. Donc, on se reconnaît en lui, mais on reconnaît en lui une victime, lui aussi, du système. Et ça crée un lien d'empathie. Donc, il y a quand même un terreau très inquiétant dans la société française actuellement. Même quand les gars se sont mis en 4 pour qu'il y ait du fromage râpé dans les rayons, quoi. Oui, mais on a plutôt reconnu le rôle du personnel, des caissiers et des caissières, bien plus que celui des premiers patrons. Corvées. C'est un formidable trouvaille. Mais non, mais en même temps, c'était quoi tes 3 éléments ? La compétence, l'intégrité, et la bienveillance. En fait, ça colle, c'est-à-dire que comme ils sont compétents, oui, ils vont pouvoir se mettre en 4, et derrière, ils vont s'en foutre plein les fouilles parce qu'ils sont ni intègres ni bienveillants. Absolument. On a même noté dans nos enquêtes qualitatives que ça créait, aux yeux du public, une sorte de dette. La grande distribution a profité quelque part de la crise, effectivement, ses chiffres d'affaires ont été boostés incontestablement. Incontestablement. Et donc, elle est en dette à l'égard de son personnel d'abord. Ça, ils en sont conscients, Philippe. Ouais, je sais, mais il y a un décalage entre ce que font les acteurs et la perception qu'en a le public. Et là, le fossé est très grand. Ils en sont conscients, mais vu effectivement... À l'arrivée, tu n'as quand même que 2% de marge. Je sais bien. À l'arrivée. Ce qui n'est pas du tout la perception, effectivement, du public. Donc, on a déjà testé ça dans une enquête. Vas-y. La question était formulée de la manière suivante. D'après vous, sur un caddie d'une valeur de 100 €, une fois que la grande surface a tout payé, et on énonçait ses fournisseurs, son personnel, ses frais d'électricité, ses loyers, etc., combien reste-t-il de bénéfices nets ? Donc effectivement, la bonne réponse, c'est 2 à 3 €, donc 2 à 3% de taux de marge net. La réponse moyenne qu'on obtient, c'est 32%. 32 €. Voilà. Donc évidemment, et après on pose la question de savoir si les marges de la grande distribution sont justes, fair. Ah non, elles ne sont pas justes, évidemment. Tout à fait. Non, c'est super intéressant parce que, alors, ça pour le coup, je ne sais pas s'ils en ont conscience. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux se disent, et alors peut-être un mot sur l'industrie agroalimentaire aussi, se disent, on a un levier, là, on a une chance historique pour essayer de se réconcilier avec la population, etc. et tout. Je t'entends et je dis, les mecs, n'y pensez même pas, quoi. Oui, alors, et l'industrie agroalimentaire. Je voudrais juste nuancer un tout petit peu cette défiance à l'égard de la grande distribution, parce que quand on resserre un peu la focale et qu'on ne parle pas de la grande distribution, qu'on parle par exemple de Carrefour ou d'Intermarché, c'est mieux. Ah, ouais. Et quand on parle de son magasin Carrefour ou de son magasin Intermarché ou Leclerc,
c'est encore mieux. Et on bascule plutôt dans la confiance. Là. Et est-ce qu'il y a entre justement les indépendants, mais les gens ne le savent pas ça, entre les Intermarché, Leclerc Système U et Carrefour Auchan? Non. Après, ça reflète l'image qu'on a de la compétitivité de l'enseigne. Ouais. À ce moment, il y a un petit bonus pour les indépendants par rapport aux intégrés, mais ça ne résulte pas de la gouvernance. Et dernier point, j'en profite, pardon Philippe, mais quand on marie les deux là, parce qu'à un moment, c'est vrai que dans le débat sur Couche-Tard, on va revenir sur Couche-Tard, on s'est dit, non mais Bruno Le Maire il est gentil, mais Lidl, il a fait le job, ils sont allemands, Exactement. ils ont fait le job. Est-ce que là, les Français font une différence? Pas du tout. Aucune. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est compliqué. Avoue que c'est compliqué quand même de gérer l'ensemble de ces histoires-là. Prendre des décisions politiques en ce moment. On est démocrate, c'est ça. On est patriotique, on est souverainiste, mais on va faire les courses chez Lidl, quoi. Ouais, absolument. C'est l'enseigne qui progresse le plus depuis plusieurs années. Bon alors, revenons derrière sur ce que tu appelles l'économie des plateformes. C'est-à-dire que l'essentiel de ton point de vue, c'est de dire la grande distribution, elle est à la rue. La grande distribution française, elle est encore aujourd'hui à la rue. Dis-moi pourquoi, Philippe. Parce qu'elle a raté en gros le virage du numérique. Alors la messe est dite dans le non alimentaire, à part quelques marques très fortes, et d'ailleurs je mets dans le même bain les marques industrielles et les enseignes de distribution, à part quelques-unes qui sont très très fortes et qui ont réussi à capter du public sur Internet en complément de ce qu'ils font en magasin, la plupart aujourd'hui n'occupent qu'une position tout à fait marginale. Internet est dominé par Amazon, voilà, alors, dans le non alimentaire. Dans le non alimentaire. Pour l'instant, dans le non alimentaire. L'alimentaire est resté en friche pendant des années. Il y a eu un petit emballement au moment de la nouvelle économie. Et puis très vite, moi qui connais bien ce milieu, on disait non, c'est bien pour les livres parce que ça rentre dans la boîte aux lettres et que c'est complètement formaté. C'est éventuellement bien pour tel type de produit, les produits techniques. Mais voyez, l'habillement, par exemple, non jamais parce qu'il faut essayer, etc. Puis alors, l'alimentaire, vous n'imaginez pas les problèmes logistiques que ça pose, le dernier kilomètre, le contrôle des températures. Donc ça ne marchera jamais. Ça sera trop cher. Ça sera réservé à une élite parisienne, etc. Et donc, ils ont tous ouvert leur site à ce moment-là, parce qu'il fallait, pour la bourse, montrer qu'on était dans la nouvelle économie. Mais en fait, pendant 20 ans, il n'a quasiment rien fait. Je mets de côté le drive. J'allais venir sur le drive, Philippe. Mais c'est un hybride. Culturellement, le drive, c'est facile pour eux. Il y a une dimension physique. Alors évidemment, il faut passer la commande en numérique, mais c'est physique. C'est souvent attaché à un magasin, etc. Bon, ça ne transforme pas le flux logistique, ça c'est sûr. Exactement. Ce qui est très, très, très important. Et ça ne va pas au bout de la logique, qui est une logique de service, de comprendre quelle est la mission qu'une enseigne de distribution doit avoir à l'égard de ses clients. La grande distribution française, elle est née dans le contexte des 30 Glorieuses, quoi. Donc elle a une logique industrielle. Elle va chercher les produits à la sortie des usines et elle les met dans les meilleures conditions possibles à disposition des consommateurs localement. Mais c'est une logique descendante, amont, aval. Le capitalisme contemporain, il fonctionne à l'envers. Il part des clients, il essaye de comprendre quels problèmes se posent les clients et on essaye de bâtir des solutions. Et moi, je vous demande, et je leur ai demandé à plusieurs reprises, pensez-vous que la manière dont vous organisez cette activité de retail est la meilleure solution possible au problème qui anime les clients quand ils viennent de vos magasins, qui est de ravitailler la maison ? Bien non. Et on voit bien que le e-commerce avec livraison à domicile, c'est déjà une option qui est intéressante par rapport à ça. Et ça, ils l'ont pas développé. Jusqu'au moment où Amazon, aux États-Unis en particulier, commence à traiter le sujet et montre que c'est possible. Tout simplement. Amazon et parce que Walmart. C'est-à-dire, pendant que vous vous félicitez des succès de votre drive, eux, ils inventent une serrure connectée qui fait que le gars, il va mettre les courses dans le réfrigérateur, quand même, le gars de Walmart. C'est-à-dire que Walmart a compris la menace, très vite. Premier distributeur du monde, les amis, 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est ça à peu près. Possiblement dépassé en 2021 par Amazon, ça sera très intéressant. Voilà, en tout cas, non, mais juste pour donner une ordre de grandeur, c'est toujours très important. 500 milliards d'euros, l'ensemble Couche-Tard Carrefour aurait fait un peu plus de 100 milliards d'euros à peine. Voilà. Tout petit, c'est tout petit. Oui, à l'échelle du monde, c'est tout petit. Donc Walmart a compris, alors aussi avec un retard à l'allumage, mais sans doute parce que Amazon était plus proche géographiquement, a compris qu'il y avait une vraie menace là-dessus et a investi mais massivement pour essayer de ne pas se faire marginaliser. Mais il faut voir la disproportion entre les moyens engagés et les résultats. C'est très très modeste, très très modeste. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos grands distributeurs là, ils sont en train pour l'instant de vivre le chant du cygne, c'est-à-dire ils sont en train de vivre sur des acquis qui petit à petit vont se désagréger. Ils ont laissé une pieuvre se développer. Alors qui est donc déjà la mainmise sur le e-commerce non alimentaire et qui continue de progresser. On vient d'avoir les chiffres d'Amazon. Malgré la dimension actuelle d'Amazon, son chiffre d'affaires a encore progressé 35%. 35% sur une base qui s'était déjà accrue à peu près la même base. C'est complètement dingue. C'est absolument monstrueux. Mais donc des ils moyens ont acheté une grande chaîne qui s'appelle Whole Foods. Voilà. Visiblement, Rodolphe Bonas que je recevais, qui a été voir un petit peu.
on sent, pour l'instant, ils n'en ont rien fait. Voilà, il n'y a pas la patte d'Amazon autour de Whole Foods. C'est parce qu'ils ont récupéré quelque chose d'existant. En parallèle, ils sont en train de créer leur réseau d'épicerie. J'ai cru comprendre qu'ils s'apprêtaient à l'étendre beaucoup plus vite en passant à la franchise, une formule de tout à fait. Bref, ils y vont tout droit dans le physique. Voilà, ils y vont. Ils vont dans le physique. Donc l'idée de se dire, bon, à la limite, on a perdu la bataille de l'internet, mais c'est pas grave, on gagnera la bataille du physique et pendant longtemps, de toute façon, le physique pèsera plus lourd que l'internet. Je crois que c'est fini ça. Amazon nous montre que ce qui l'intéresse, c'est de maîtriser les marchés de consommation. Et en réalité, bien plus que les marchés de consommation, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est les marchés de consommation, quoi. Et il y a une menace terrible. On a pris du retard. Je pense qu'il est impossible aujourd'hui pour nos distributeurs pris un à un de contrer Amazon dans ce positionnement de généraliste. C'est absolument impossible, c'est trop tard. Le seul sursaut qu'on pourrait avoir, c'est une sorte d'union sacrée de grands distributeurs à l'échelle européenne. Qui réunissent des moyens, mais j'y crois pas d'abord parce que c'est des frères ennemis, oui, c'est ça, parce que ça sera anticoncurrentiel. Tout ce que tu me dis me fait dire, mais bon Dieu, parce que, alors peut-être que c'est pas à la hauteur, mais enfin ils étaient quand même prêts à mettre 3 milliards par an sur la table, Couche-Tard, justement pour essayer d'avancer dans le plan de modernisation. Oui. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que cette alliance des grands distributeurs européens. Non, ça, je n'y crois pas un instant. Je pense que la deuxième option qui est possible, et c'est celle-là que je me disais peut-être que c'est ça que le gouvernement a dans l'esprit lorsqu'il met son veto, pour garder Carrefour comme un acteur avec lequel on pourrait compter pour mettre en place une politique, c'est de bâtir des plateformes locales. On l'a vu pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, un tas d'initiatives qui réunissaient quelquefois la grande distribution et des petits commerçants de quartier, qui se sont montés sur les territoires et qui ont été une sorte de parade, qui ont rencontré un vrai succès, parce que ça rencontre en plus ce désir de local de la part des consommateurs et des citoyens. Donc il y a une opportunité, je pense, mais il faut la saisir très très vite. Ça s'appelle Système U, ce que tu décris. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Je pense qu'il faut une union sacrée de ceux qui ont les compétences requises à haut niveau, parce qu'on a bricolé là pendant le confinement, à haut niveau, c'est-à-dire la Poste, d'autres logisticiens, des spécialistes de la data, du marketing, des boîtes de télécom, des gros acteurs de l'économie française qu'on réunit avec des distributeurs et on réunit des compétences pour être capable d'implanter sur les territoires des plateformes locales qui font de l'alimentaire, du non alimentaire, des services, de la vie démocratique locale, etc. Voilà, c'est peut-être un rêve, mais c'est un projet qui a une chance d'aboutir, parce que Amazon est trop gros pour attaquer le marché comme ça. Il le fera, mais il ne l'a pas encore fait. Donc on a une chance peut-être d'arriver à tirer notre épingle du jeu. Non. Un peu fumé quand t'as inventé ton truc là, non, je crois l'union pas. Sacrée de l'ensemble des gros acteurs. Les grands acteurs ensemble, je ne crois pas. Dans un monde idéal, là, la Poste, Géodis, machin, etc., qui viendraient. Quand on regarde ce que l'on a fait durant les belles heures des 30 Glorieuses avec le plan, ça correspondait à ça, des grands projets nationaux où l'État fait le rôle de rapprocheur, de marieur, on combine les choses dans un cadre de grand projet. On est au bout, on se reparlera. Tu ne peux pas me dire d'un côté, le capitalisme a changé, il part de l'individu pour remonter, et me dire que l'État aujourd'hui peut encore planifier et peut encore avoir... Impulser, favoriser, inciter. Tout va trop vite pour lui, Philippe. C'est possible. C'était passionnant. Philippe Moati, donc Lopsoko, qui était notre invité sur Bismart. Demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.